Nous sommes le jeudi 5 février, vous êtes bien dans Monde des Arts et on est vraiment ravis de vous retrouver avec un sentiment partagé tout de même ce soir autour des musées et des centres d'art bruxellois. Il y a d'un côté ceux qui ferment pour des travaux momentanés ou prolongés ou encore prolongés et pour certains même définitivement, on va le voir. Et puis de l'autre, il y a ceux qui annoncent des ouvertures prochaines et puis des expos prestigieuses à venir. Mais tous, en tout cas, qu'ils soient grands ou plus modestes, on va le voir, baignent dans un sentiment un petit peu de flou artistique, on va le dire comme ça. Et les raisons de s'inquiéter sont nombreuses face à un avenir tout de même fragile et incertain. On va en parler ce soir avec nos invités qui sont autour de moi. Tout d'abord Zoé Gray. Bonsoir Zoé. On est ravis de vous avoir. Vous êtes directrice des expos à Beaux-Arts. Et vous commencez ce soir une nouvelle expo? Oui, on ouvre ce soir une exposition d'un artiste de Singapour qui s'appelle Ho Tzu Nien. Ça va, tout est prêt? Évidemment. Oui, allez. En face de vous, Tania Nazielski. Bonsoir Tania. On est ravis de vous avoir. Vous êtes directrice artistique de la Centrale. On a beaucoup parlé de la Centrale ces derniers temps et pour cause. C'est le dernier mois ici, plus ou moins? C'est ça, jusqu'au 22 février. Ouais, bon. Le moral n'est pas trop beau fixe, on va en parler avec vous, et notamment des raisons et peut-être des perspectives aussi à venir. En face de vous, Devrim Bayard. Bonsoir Devrim. Bonsoir. Vous êtes, alors vous m'avez dit, curateur senior à Canal. Ça veut dire quoi senior? Je suis en charge de l'équipe des curateurs et curatrices de notre institution. C'est une grande équipe, vous êtes beaucoup? Oui, quand même. Hein. Environ 8. Oui. Curateurs, curatrices et aussi des assistants, assistantes. D'accord. On va parler aussi de l'avenir de Canal, dont on parle aussi beaucoup dans les médias en ce moment. Brigitte Nervoort est avec nous. Oui. Bonsoir Brigitte, coordinatrice de la RAB, Réseau des Arts bruxellois. En deux mots, c'est quoi? Ça sert à quoi? C'est une coupole d'opérateurs culturels. Donc on a 168 membres, toutes disciplines. Oui, donc pas que les musées et les centres d'art, hein, c'est ça? Pas que les arts plastiques, en effet. Mais aussi des lieux qui sont fermés au public, des lieux de travail. Oui. Alors ce soir, vous l'avez compris, on parle plutôt des arts plastiques. Grégory Thirion, bonsoir. Bonsoir. Vous, c'est pour le BOTA. Il y a pas mal d'expos aussi au BOTA. Il y a 3 salles d'ailleurs au BOTA. Et aussi une expo qui s'ouvre ce soir, 3 expos. Voilà, les 3 nouvelles expositions ouvrent au public aujourd'hui. On les a inaugurées hier soir par le vernissage. Donc 3 lieux d'exposition, les serres, le muséum et la galerie. Voilà, donc à la fois Beaux-Arts et à la fois BOTA qui ouvre des expos. Va falloir se couper en deux ou peut-être choisir un autre jour pour aller vous voir. Parce qu'il y a beaucoup d'expos, Julien, n'est-ce pas? Julien Stachewski, bonsoir. Bonsoir. Vous, c'est Bruxelles Museums. Vous gérez un petit peu tous les... Nous, on est la fédération des musées et institutions muséales bruxelloises, de la région de Bruxelles-Capitale, je précise. On a 125 membres, dont la plupart ici autour de la table. La plupart, pas tous? Peut-être pas Brigitte Nervoort. Pas Brigitte. Voilà. Mais les autres, en tout cas, sont membres. Et vous venez de sortir justement une étude, un bilan, on va dire, bilan et perspective. On va en parler, avant de parler justement de 2026, on va parler de 2025. On vous avait rencontré il y a quelques jours à ce sujet. C'est Simon Brem qui a fait le reportage. Regardez. C'est une œuvre d'art en soi et pourtant, au musée de la BD, les visiteurs se font un peu trop rares. Il y a 2 ans, une baisse significative est déjà survenue. L'année passée, elle a doublé et le musée est presque en mode survie. On ne va pas fermer demain, mais effectivement c'est préoccupant et ça fait partie des choses qui m'inquiètent et qui inquiètent l'équipe au quotidien parce qu'on est un ovni dans le milieu de pas dans le milieu de la bande dessinée, dans le milieu culturel belge parce qu'on est un musée privé en fait, donc on vit de la vente de nos tickets. À Bruxelles, la baisse est moins forte en moyenne, moins 2% l'an dernier. Les situations sont diverses mais une tendance se dégage. Les musées du centre-ville sont parmi les plus touchés. On a attribué ça notamment aux nombreux travaux qu'il y a eu, notamment Place Royale ou bien au Carrefour Léonard, qui ont empêché ou rebuté les visiteurs de venir à Bruxelles. Il y a la propreté de la ville qui porte souvent problème, de la région, pardon, qui porte souvent problème. L'image qui est parfois très négative, qui est parfois véhiculée à travers certains médias. Quant à la dangerosité de la ville, aux nombreuses fusillades, ça a beaucoup joué. Une bonne nouvelle tout de même, les jeunes sont plus nombreux dans les musées bruxellois, preuve qu'ils arrivent à vivre avec leur temps. Cette année, de nouvelles initiatives vont encore être testées.
Par exemple, au mois de mars, on lance le Nocturne des musées, cette semaine avec des activités particulières. Et on va tester des nouveaux concepts comme une nuit au musée ou une soirée au musée avec des visites à la lampe de poche, des dégustations, venir danser au musée ou faire des jeux de société au musée. Donc il y a toujours moyen de se réinventer. Même si le secteur est un peu à la peine, il ne manque pas d'idées dans sa chasse aux visiteurs. Voilà, chasse aux visiteurs, ça c'est un mot fort quand même. Il faut aller les trouver, les visiteurs, Julien. Oui, il faut sans cesse se renouveler, tester de nouvelles initiatives, comme on vient de voir dans le reportage. Là, je me permets quand même un petit clin d'œil à mon équipe qui m'a fait une remarque. Donc, on ne dort pas au musée dans le cadre des nocturnes des musées. Ce sera des visites à la lampe de poche. Par contre, c'est possible au musée des sciences naturelles. De dormir sur place? Oui, ils organisent ça le 25 mars, je crois. Sous un dinosaure ou on choisit? Voilà. On choisit un petit peu son initiative en direct. D'accord. Et on se réinvente sans cesse et c'est pour ça que c'est très important d'avoir une grande diversité dans le secteur muséal. Ouais. Il faut avoir une démarche active de communication quand on travaille pour un musée, Grégory. Oui, tout à fait. Donc là, la question du public, comment le toucher, évaluer notre public, voir quel public vient, quel public ne vient pas. Et comment vous faites alors, vous il y a des questionnaires à l'entrée parfois ou des choses comme ça? Ça, c'est déjà fait, des questionnaires, ou sinon c'est de vivre dans le lieu d'exposition. Nos bureaux sont juste à côté, on est tout le temps là, donc on voit comment le public réagit. Les vernissages sont importants aussi pour voir un peu quel public vient pour l'inauguration d'une exposition. Et ça préfigure un peu la fréquentation par rapport. Pour la suite, j'imagine. Même chose à Beaux-Arts, Zoé Gray. Oui, on peut aussi voir qui achète des billets en ligne, parce que l'achat en ligne, c'est quelque chose qui devient de plus en plus courant, même si pour les expos, un peu moins que pour les concerts. On peut voir aussi combien de gens viennent avec le Museum Pass. Donc ça, c'est très intéressant, parce qu'on voit que certaines expositions comme When We See Us, qui était une exposition collective sur 100 ans de la figuration dans la peinture par des artistes noirs et panafricaines. Là, on a vu qu'il y avait beaucoup moins de visiteurs avec un Museum Pass. Donc ça nous a confirmé dans ce qu'on avait vu dans les salles que c'était un public plus jeune que pour une exposition de Goya avec Europarlé à Paris. Oui, bien sûr. On parle du Pass Museum. Les chiffres ont un petit peu baissé, les chiffres de vente de ce pass, non? Mais donc le Museum Pass, ce n'est pas nous. Donc nous, on est partenaires et membres fondateurs de Museum Pass. C'est un pass fédéral. Nous, c'est la Brussels Card, c'est le City Pass. Et donc le Museum Pass, ils ont augmenté, plutôt sur un public belge en nombre de visiteurs et de visites dans les musées. La Brussels Card a légèrement diminué l'année dernière. Ça, c'est gênant, ça, c'est inquiétant, Brigitte Nervoort, ou pas? Je pense qu'il y a des fluctuations qui sont assez naturelles. Je pense que l'été 25 le climat n'était pas favorable. Non, c'est le moins qu'on puisse dire, non? On s'en souvient. À Bruxelles, ça n'a pas aidé. Mais globalement, c'est quand même un secteur très résilient. J'entends des super exemples aussi d'idées de se renouveler. Je pense que le secteur est capable de se réinventer, a été obligé de le faire suite au Covid. Et dans les autres disciplines aussi, les salles de théâtre ne sont pas vides. Donc en fait, il y a beaucoup d'expertise à Bruxelles de par justement la richesse du territoire culturel. Oui. Ça a été dur cette période du Covid. Tania, on parlera bien sûr du futur de la centrale, mais comment vous avez traversé cette période? Vous vous en souvenez encore? Oui, on s'en souvient, un petit peu comme mes camarades ici présents. Ça a été une période surprenante puisque du jour au lendemain, tous les lieux étaient fermés, donc visite de visiteuses, visiteurs pas possible, se réinventer, comme disait Brigitte, en faisant des projets online. Et la chance qu'on a eue spécifiquement dans le secteur des musées et des centres d'art, c'est qu'on a pu réouvrir assez rapidement, contrairement aux autres offres culturelles. Et que, du coup, il y a eu de plus en plus, je pense, depuis le Covid, des projets online qui cohabitent avec des projets on-site, c'est-à-dire sur place. Mais les nuages s'amoncellent quand même au-dessus de, j'allais dire vos têtes, de nos têtes à nous tous, parce que ça nous concerne les musées, ça nous concerne la vie culturelle à Bruxelles. On va quand même garder encore des côtés positifs, les expos notamment autour de l'art déco, c'est ça, c'est l'art déco cette année. Ça a plutôt bien fonctionné, 2025. Ça a attiré du monde. Oui, c'était une année thématique autour de l'art déco, comme en 2023 c'était sur l'art nouveau, si on parle d'architecture. Ça a très bien marché pour les musées qui sont participé. L'art déco, par exemple la Ville en Pin, le musée Van Buren ou Beaux-Arts aussi, qui est de style art déco.
Oui, Beaux-Arts, très, très bonne année 2025, un bon cru, comme on dit. Il y a eu, oui, j'ai noté 820 événements qui ont intéressé 750 000 personnes, pas rien quand même. En tout, hein, il n'y a pas que les expos évidemment. Non, je pense pour les expos, on a accueilli autour de 400 000 visiteurs. Ah ouais. Une augmentation d'environ 20% sur l'année précédente. Ouais. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui jouent en notre faveur. On était aussi ouverts pendant l'été et peut-être le météo pas très favorable à augmenter le nombre de visites dans les musées. Chez nous, c'était le cas, je crois. Aussi avec une offre assez diversifiée parce qu'il y avait cette exposition dont je viens de parler, When We See Us, mais aussi... Il y a eu 9 expos. Il y a eu l'expo de Goya, on va peut-être voir une image de l'expo Goya, et puis Baldassari aussi, en contemporain. Elles ont bien marché toutes les deux. Oui, ça c'était cet automne et on accueillir beaucoup de visiteurs, beaucoup de nouveaux visiteurs. Et depuis septembre, l'accès est gratuit pour les gens en moins de 18 ans. Donc c'est aussi possible de venir en famille. Ouais. Aide aussi les chiffres. Ouais. Devrim, bon, là, on n'y est pas encore. Je ne vous ai pas encore vraiment posé de questions parce que vous, on parle vraiment dans le futur. C'est des chiffres qui vous font rêver, ça, ça donne envie, ce dynamisme-là. Hein. Oui, bien sûr. Il y a des études qui sont faites à Canal. Hein. Il y a tout un plan. Et l'idée, ce serait de pouvoir avoir des nombres de visiteurs et visiteuses similaires. Hein. Bien sûr, on espère. Hein. Ouais. Et c'est très encourageant de voir que Beaux-Arts y parvient. Donc c'est possible à Bruxelles, qui est une capitale, mais qui reste une capitale relativement modeste en termes de taille. Ouais. Et ben voilà, qu'une institution comme Beaux-Arts puisse accueillir 500 000 visiteurs par an, ça montre que c'est possible. Et ça montre qu'il y a une demande, qu'il y a une envie aussi. Absolument. Du public. Hein. Il n'y a pas trop de musées, selon vous, de musées d'art, Julien ? Non, il n'y en a pas trop. Il n'y en a jamais assez. On n'a pas parlé des musées royaux des Beaux-Arts. Hein. Le responsable n'était pas libre aujourd'hui, mais ça participe aussi à cet ensemble-là. Comme j'ai dit tantôt, c'est super important de garder une énorme diversité. Ça, c'est la richesse de notre capitale et il faut absolument la conserver. Ouais. Ce que je regrette, c'est qu'il y a trop souvent une mise en opposition de Canal et du reste du secteur, alors qu'il faut travailler ensemble. Canal, ce sera une vitrine qui va attirer et renvoyer vers les autres institutions, mais qui doivent continuer à être soutenues aussi. Brigitte, vous vouliez intervenir ? Oui, je pense que de par le financement de la culture à Bruxelles... Hein, donc, ouais, on va en parler, hein, du gouvernement. On est assez à petit 100 jours, hein, on rappelle voilà. Ceux qui ne le savent pas. Voilà. Donc chaque strate ajoute son musée ou son centre d'art contemporain. Donc il y a les communes qui jouent un rôle, la région maintenant, le fédéral qui a effectivement les musées plutôt qu'on connaît depuis longtemps. Et ce qui est une richesse, c'est que ça donne une offre énorme, ce qui est très bien, le public est là, mais il n'y a personne qui a une vue d'ensemble sur les vrais besoins du secteur, y compris des artistes. Et c'est là qu'on sent que dans ce climat de coupe budgétaire, les décisions sont un peu prises de façon unilatérale, sans concertation. Et c'est là que c'est un peu dommage, parce qu'il convient peut-être de voir qui a besoin de quoi et en quoi est-ce qu'on peut... rendre tout l'écosystème en fait des arts. Ouais, vous voulez dire que le fait qu'il y ait trop de strates comme ça, donc fédéral, régional, communal, ça ralentit effectivement les prises de décision et les bons choix. Ça freine. Je pense qu'il n'y a pas de concertation, hein, qu'il n'y a pas de ministre de la culture. Je vois votre voisin qui confirme. Hein, oui. Et ça crée des vrais problèmes. Je pense que c'est un secteur divisé quand même. Et qui manque de capitaine ou de vision cohérente. Ouais. Tania, vous ressentez ça aussi ? Le côté... oui, j'imagine. Hein. Vous, c'est plus au niveau communal, évidemment, on va en parler. Mais vous sentez ce manque de communication parfois ? Alors, il faut voir de quel niveau de communication on parle. Ouais. C'est vrai que... Avec vos tutelles respectives, quoi, par exemple ? Oui, voilà, il y a des niveaux où il y a de la communication. Là, c'est pas tout à fait la même chose que la concertation. Il y a des... projet d'élargir un petit peu la collaboration déjà entre les lieux. Brussels Museums pourra en parler, bien sûr, et des projets qui partent de différentes autorités culturelles, communales et autres. Mais on pourrait imaginer, par exemple, je ne sais pas, je rêve un peu tout haut, mais des collaborations entre la centrale et Canal, par exemple, puisqu'on est un peu dans la contemporaine. Oui, c'est possible, ça ? Ah oui, tout à fait, bien sûr, c'est possible. Oui, Grégory ?
On est de plus en plus poussé à faire ce genre de collaboration. Au Botanique, on l'a fait avec l'ISELP, notamment. Oui, c'est vrai. Qui est un centre d'art sur le boulevard de Waterloo, au centre-ville. Donc voilà, quand on a des projets d'envergure, des envies de projets d'envergure à réaliser, il faut se mettre ensemble pour y arriver. Donc là, on avait fait une grande exposition à Marseille, notamment, pour emmener des artistes de chez nous dans le paysage français. Oui, mais en Belgique, il n'y a pas des freins, justement, des freins politiques. Enfin, c'est peut-être plus simple avec Marseille qu'avec d'autres niveaux de pouvoir. Je pense que le politique encourage ce genre de collaboration. Il y en a d'autres qui sont en train de se créer actuellement, dont on communiquera bientôt dessus. Mais il y a vraiment cette volonté. On a tous des missions différentes en général, donc il y a plusieurs institutions, mais on peut se compléter sur plusieurs choses. Mais il y a quand même un but, c'est de faire partager l'art, enfin ce qui se fait en production artistique au plus grand nombre, j'imagine. Ça reste quand même votre cœur business, si je peux dire, non? Et je pense que c'est pas seulement qu'on est poussé à travailler ensemble, c'est naturel. Si on travaille dans la culture, on ne travaille jamais seul. Donc la collaboration fait partie de notre ADN. Mais je pense que ce que Brigitte dit, c'est qu'il faut aussi avoir un regard sur l'ensemble de l'offre. De l'offre et aussi de voir qui a besoin de soutien à quel moment. Et ce n'est pas seulement le rôle des acteurs culturels pour se soutenir. Oui, bien sûr. Oui, Tania? Oui, comme l'a dit aussi Brigitte et comme le redit Zoé, c'est un écosystème en fait. Et je pense que chaque institution a ses missions, aussi son échelle, sa dimension. Bien sûr. Ouais. Et chaque organisme, institution, musée, centre d'art est complémentaire. Donc effectivement, de manière un peu organique, on se complète et on collabore. Ouais. Je voudrais qu'on parle de Canal, qui va bientôt arriver. Là, ça y est, on a annoncé l'ouverture. Vous gardez la date, on ne va plus bouger maintenant, 28 novembre prochain. Non, nous, on est sur les starting blocks. C'est fixé. Absolument. D'accord, ok. Il vous reste une dizaine de mois, plus ou moins. Je rappelle que ce projet, quand même, est né il y a 9 ans. C'est une volonté de la région à la base. C'était quand même un parcours du combattant avec plein d'embûches. On ne va pas revenir là-dessus. Et le musée, il reste quelques embûches quand même. Le musée est à la recherche de 50 millions d'euros. Et sans intervention du gouvernement qui est dans l'affaire courante, n'est-ce pas, Brigitte Nervoort, le chantier risque de devoir s'arrêter. Mais Yves Goldstein, qui est le chargé de mission du gouvernement et administrateur délégué de la Fondation Canal, est plutôt confiant. On l'écoute. On va avoir une foule d'expositions qui vont être évidemment la concrétisation aussi de notre partenariat avec le Centre Pompidou. On va accueillir juste à côté de moi dans la salle d'exposition là sur 3 étages, sur 2000 m², plus de 300 œuvres magistrales des collections du Centre Pompidou en dialogue avec des collections de notre propre, des œuvres de notre propre collection de la Fondation Canal, des œuvres d'artistes contemporains bruxellois. On va avoir de nombreuses places laissées à des jeunes artistes émergents, près d'une trentaine de jeunes artistes émergents de la scène bruxelloise qui vont être présents dès l'ouverture de Canal, avec des artistes aussi confirmés. Je suis convaincu que personne n'arrêtera ce projet. Ça fait 9 ans que je mène ce projet pour le compte et au nom de la région bruxelloise. Ça a été un parcours du combattant et d'obstacles depuis 9 ans. Il reste 10 mois. Je n'ai jamais pensé qu'il y aurait moins d'obstacles dans les 10 derniers mois pour y arriver. C'en est un de plus, ou un encore. Mais il sera franchi comme tous les autres. Et ce dont je suis convaincu surtout, c'est que tout le monde politique bruxellois sera là pour la photo d'ouverture le 28 novembre 2026. Bon, ben on y croit également. On va reparler des expos. Vous y croyez aussi, vous partagez son enthousiasme et sa confiance, Brigitte Nervoort? Je le souhaite, bien sûr, parce que c'est un lieu en plus. Maintenant, institutionnellement et financièrement, ça pose question. Hein, donc, il y a beaucoup d'artistes dans le besoin et, de nouveau, comme on disait, dans l'écosystème, ça aurait été bien aussi que la région utilise sa compétence biculturelle pour les projets biculturels d'intérêt régional aussi, pour réfléchir comment elle peut faciliter le travail existant. Et donc ça, c'est un peu un regret. Donc pas que financer du neuf, mais s'occuper aussi de ce qui est déjà là, c'est ça que vous voulez dire? Oui, partir aussi de l'existant et voir. Mais en fait, je crois que le projet a bien évolué quand même. On constate, et les membres nous le signalent souvent, c'est que quand le projet a été lancé, je pense qu'il y avait
beaucoup de craintes que ce soit un espèce d'ovni qui atterrit. Oui. Mais en effet, les équipes sont très compétentes, sont très en lien avec beaucoup d'associations. Il y a déjà eu beaucoup de projets. Comme on vient de l'entendre, il y a aussi les artistes émergents qui vont être soutenus. Ouais, en même temps, voilà. On va écouter Devrim là-dessus. Moi, je voulais savoir, est-ce que vous avez dû serrer un petit peu la ceinture quand même au niveau des expositions, tout ça, pour réduire la voilure? Alors, c'est vrai qu'il y a quand même des efforts budgétaires qui sont faits. On doit s'aligner sur les efforts qui sont faits dans l'ensemble du secteur. Après, Canal est une très grande maison et il y a quand même cette nécessité d'ouvrir avec des projets d'envergure. On dit souvent qu'on n'a qu'une seule occasion de faire bonne impression et c'est vrai que l'ouverture est un moment symboliquement très important. Donc ça veut dire ouverture, grande expo, plusieurs expos avec des artistes bruxellois aussi qui seront en regard avec les collections du Centre Pompidou. Il y a énormément d'artistes bruxellois et belges dans la programmation d'ouverture. On est un musée qui a été lancé par la région bruxelloise. On a vraiment cette mission de soutenir la scène locale. Après, on est aussi un musée d'envergure internationale et donc on a aussi des noms internationaux dans la programmation. Ouais. Mais vous êtes un musée, donc vous avez une collection qui est en train de se... Oui, déjà depuis plusieurs années. Chaque année, on acquiert des œuvres d'art d'artistes belges ou basés en Belgique avec quand même un focus sur la scène bruxelloise et des œuvres qui sont créées depuis le début des années 2000. Hein. Ça, sont les paramètres de la collection Canal. Avec une mission de conservation, c'est ça aussi le musée. Comme chez vous aussi, il y a de la conservation ou non? C'est expo, hein? Ça, il faut vraiment que les gens comprennent la différence. Ouais. Nous sommes le Palais des Beaux-Arts. Ouais. Et nous n'avons pas de collection. Et donc, c'est vraiment un programme d'exposition temporaire. Ouais. Pareil chez vous, parce qu'on dit muséum et c'est... Voilà, oui, le nom de la salle. Le nom de la grande salle porte à confusion, muséum, mais c'est le nom originel de la grande salle lorsque le botanique était encore un jardin botanique. Ouais. Parce que Julien, le terme de musée, c'est très précis quand même. Hein, et je veux dire, il y a des missions derrière, quoi. Extrêmement précis. Ouais. Et alors, il y a plusieurs définitions, en fait, puisque il y en a qui sont financées par le communautaire, d'autres par le régional, d'autres par les communaux. Je peux continuer? Non, mais c'est notamment sur les missions de conservation, etc. Conservation, recherche, pédagogie. Posséder une collection, pédagogie, médiation. Ouais. Partie de la définition de musée. Ouais, c'est pour ça que, par exemple, on dit centre d'art pour la centrale, parce que c'est pas un musée. C'est ça la nuance? C'est-à-dire que, pareil, pas de collection. Ouais. Donc pas de conservation de collection, mais des expositions temporaires qui permettent, bien sûr aussi, à de nombreux artistes émergentes d'exposer. Donc il y a quand même une mission, c'est de montrer ces artistes, les œuvres de ces artistes. Une mission aussi de montrer, exposer, diffuser le travail d'artistes principalement basés à Bruxelles, de toute génération. C'est vrai que la centrale a beaucoup soutenu les artistes émergentes, notamment avec l'exposition l'an dernier, cette année en fait encore, de hosting, où il y avait 260 artistes. Ouais. Et comme le dit Julien, il y a la mission de médiation aussi, qui est très importante et qui charrie beaucoup de personnes qu'on va chercher aussi. Bon. La centrale va fermer à la fin de ce mois. Je sais que le RAB a envoyé une lettre ouverte au bourgmestre. Ça vous a un petit peu choqué, la manière dont ça s'est fait? Évidemment, et on n'est pas seul. Hein, donc il y a aussi la Fédération des artistes plasticiens, la FAP et la SAP, qui regroupent les structures qui ont mobilisé à travers une pétition plus de 5000 signatures, je pense. Est-ce que vous avez été écouté? Est-ce qu'on vous a répondu? Est-ce que, par exemple, Philippe Claus on a vous a répondu? Mestre, et donc on a compris que sa vision des choses est, initiée par sa vision de sa ville, bien sûr, et c'est un dialogue ouvert, quand même constructif, je dirais, mais
il dit, voilà, j'assume, je prends ma décision. Ça veut dire que ça ne correspond pas, ce que fait la centrale en ce moment ne correspond pas à sa vision de la ville? C'est ça, en fait, Tania? Il veut mettre l'accent ailleurs. Je ne suis pas le porte-parole de Philippe Claus, évidemment, mais on a compris qu'il voulait plus préserver les centres culturels, privilégier l'art dans l'espace public. Et il dit, voilà, les coupes budgétaires sont nécessaires, j'ai pris la décision. Et nous, on regrette qu'il n'y a pas eu de concertation, qu'il n'y a pas eu d'autres solutions qui puissent être trouvées avec l'ensemble du secteur pour venir en aide peut-être à la centrale et se réorienter. On a commencé l'émission en disant que le secteur peut se renouveler. La centrale aurait pu se renouveler aussi si c'était nécessaire. Donc on sent qu'il y a continuer le bon fonctionnement qu'il avait. On sent qu'il y a des choix politiques quand même là derrière qui dirigent un peu tout ça. S'il n'y avait pas aussi des choix politiques pour Canal, même des choix au fédéral pour Beaux-Arts ou chez vous aussi. Enfin voilà, vous êtes très dépendant des choix politiques, j'ai l'impression, Julien, tous ces musées. Oui, on est dépendant et comme ça a été dit à plusieurs reprises ce soir, il y a un vrai manque de concertation et de vision globale aussi. Là, si vous demandez aujourd'hui à la ville pourquoi est-ce qu'elle a pris la décision de la centrale et qui ils vont mettre dedans, ils ne vont pas vous répondre. Bah non, on n'a pas de réponse, on a essayé pourtant. Hein. Ouais. Comment, le moral est comment parmi vos employés? On ne peut pas dire que ce soit la joie absolue, bien sûr. On imagine bien. On peut se l'imaginer. Ceci dit, tout le monde est sur le pont. Et l'équipe est là, soudée, sur place. On accueille encore les visiteuses, les visiteurs. Beaucoup d'ateliers aussi. On parlait de la médiation avec des artistes qui travaillent à ces ateliers, beaucoup de public. On a fait encore même 2 visites commentées ce week-end. Les visiteuses, les visiteurs sont au rendez-vous et l'équipe Voilà, même si le moral n'est pas au beau fixe, vraiment, il y a un engagement réel de chaque personne qui y travaille. Ouais. Comment vous ressentez ce qui se passe à la centrale? Je ne sais pas si vous avez peut-être un avis, parce qu'effectivement, on est tous... Je trouve que c'est vraiment très dommage pour la ville de Bruxelles, parce que c'est un lieu tellement important, c'est vraiment un tremplin institutionnel pour beaucoup d'artistes, mais aussi c'est très ouvert vers la ville, vers la place devant. Ça vient d'avoir une grande rénovation qui a vraiment beaucoup amélioré l'accueil du public. Et pour tout le monde, je pense, on attendait encore des super projets de cette institution. Et puis d'entendre du jour au lendemain que ça ferme. Ouais. Ça fait un peu peur, ça, Grégory, ces coupes qui est un peu partout, d'ailleurs, pas que... oui, les coupes, on les subit tous, même au botanique, que ce soit pour le secteur musique ou le secteur exposition, on doit faire très attention. Budgétairement, ça diminue, on prévoit déjà des coupes futures, donc on est vraiment dans le flou, mais la perte de la centrale, oui, elle est catastrophique pour tout l'écosystème à Bruxelles. C'est un grand incubateur de l'émergence artistique, tout comme les Le Bota, donc on a déjà collaboré ensemble, on a fait une grande exposition ensemble, il y a 3 ans, je pense. Voilà, on perd des confrères, mais la problématique, c'est aussi ça, c'est un lieu en moins pour montrer les artistes. Il y a beaucoup d'artistes qui sortent d'écoles d'art et il y a de moins en moins d'espace pour les montrer. Donc c'est aussi tout l'écosystème de la vie artistique même qui peut s'écrouler. Les coupes budgétaires, l'absence de gouvernement empêche d'avoir des subventions dans plein d'ASBL avec qui on collabore, mais ça va même jusqu'à des fournisseurs. L'économie circulaire, il y a beaucoup d'ASBL qui travaillent avec les lieux d'exposition qui sont toujours dans le flou au niveau d'un soutien financier de la part de la ville. C'est difficile de travailler dans le flou, d'Evrim, comme ça, non? Oui, absolument. C'est usant même. C'est vrai que le fait de ne pas toujours savoir très bien où on va et de travailler comme ça dans l'incertitude complique évidemment le travail de tout le monde. Hein. Ouais. C'est ce que vous constatez aussi au RAB, j'imagine? Oui, c'est malheureusement, 25 était une année de beaucoup de mauvaises nouvelles. Et comme Bruxelles est au croisement de justement les 2 communautés, le Strat des communes, la région, le fédéral, en fait, tous ces pouvoirs publics ont pris des décisions de couper et ça se cumule forcément à Bruxelles. Donc la FEB ne va pas indexer les contrats programmes avec le coût de vie qui augmente.
ça a des répercussions. Et voilà, donc ça c'est un exemple. Le fédéral, idem. C'est des diminutions progressives chaque année. La région n'est pas formée, mais même là, il y a des réformes qui sont déjà annoncées. Donc voilà, on est même au niveau des emplois, on n'a pas le temps de parler de tout ça, mais même au niveau des emplois dans le monde culturel, ça diminue aussi. Les structures sont en train de licencier ou pas remplacer, parce que forcément, si les subventions n'augmentent pas, les salaires augmentent. De par l'indexation naturelle. Donc, Tania, est-ce que vous avez encore un petit espoir quand même pour la centrale, ou plus du tout? On aimerait bien sûr. Tant que la centrale est encore vivante jusqu'au oui, il faut le répéter quand même. 22 février. Oui, mais enfin, c'est bientôt, quoi. Ouais. On aimerait bien. On n'a plus trop d'espoir, mais donc on aimerait au minimum pouvoir continuer à faire vivre l'art. Voilà, que ça continue à être vivant d'une manière ou d'une autre, ce qui vit à la centrale aujourd'hui. C'est impossible d'intégrer un autre lieu, par exemple. Là, je pense tout haut, mais voilà, je pourrais vous dire, on prend tout et on va ailleurs. C'est pas possible, ça? Ou c'est dans les pistes? Ce n'est pas pour le moment dans les pistes ni dans les cahiers, mais merci pour la suggestion, de rien. Avec plaisir. Je sais pas, peut-être que c'est pas aussi simple que ça, Julien, évidemment. À partir du moment où on démotive l'équipe et on renvoie une bonne partie du personnel, ça risque d'être compliqué. C'est très compliqué. Hein. Très compliqué. Ouais. Parce qu'il faut dire aussi qu'on a parlé de la région, on a parlé du fédéral, on peut parler effectivement des communes aussi qui diminuent un petit peu leurs dépenses, leur budget culturel, peut-être en prévision aussi des CPS qui vont demander de l'argent. Il y a le musée d'Ixelles qui est fermé depuis 2018 quand même, ça commence à devenir long aussi. Là, les travaux se prolongent. Vous avez des nouvelles? Des nouvelles. Vous en aurez aussi à partir du 18 mars, ils vont communiquer dessus. Bon, des bonnes nouvelles ou pas? Des bonnes nouvelles. Oui, bon, allez. Le musée Wiertz, fermé depuis... ça, c'est plutôt fédéral. Le musée Wiertz qui est fermé depuis 2024, je crois, pour rénovation. Ça prend du temps aussi. Je ne sais pas si vous avez suivi ça de près ou pas? Non, c'est un musée que j'adore, mais non, c'est plus connecté avec les musées royaux. Ouais. Ça fait beaucoup quand même, ça, Julien, non? Oui, mais après, ça fait partie de l'écosystème aussi. Il faut se réinventer, il faut réinventer les tracés des expositions aussi. Donc pour moi, un musée qui est fermé... En fait, une exposition, c'est la face visible de l'iceberg. Hein. Il y a un énorme travail qui se fait derrière. On le voit dans des musées qui vont ouvrir, dans des musées qui sont en train de se réinventer. Il y a énormément de travail. Hein. Ouais, du travail en amont, mais il y a du personnel aussi, parce qu'on a parlé des expos, on a parlé des artistes, mais vous employez des gens, enfin pas vous directement, mais je ne sais pas, pour Beaux-Arts, pour les expos, il y a combien de personnes, par exemple, pour ce secteur-là? Dans Beaux-Arts, en total, c'est 220 personnes. Ah ouais, tout de même, ouais. Et Expo, mon département, nous sommes 15. Mais pour chaque projet, on travaille avec des art handlers, avec des gens, des indépendants, avec des fournisseurs. Donc il y a tout un système autour qui est activé par notre activité. Hein. Ouais. On voit des très beaux Goya pendant que vous parlez qui passent derrière. On les regrette déjà. Tiens, ils sont repartis, évidemment, non? Ils sont partis, mais on est en train d'accueillir aujourd'hui des tableaux incroyables de la Renaissance pour la prochaine expo sur la beauté et la laideur. D'accord. Un petit mot, est-ce qu'on peut déjà dévoiler un tout petit peu peut-être des thématiques ou des œuvres qui seront présentées? Je sais qu'il y a des œuvres qui viennent du centre Georges Pompidou. Absolument, oui. Donc, on peut déjà savoir un peu lesquelles ou c'est trop tôt? Ah oui, bien sûr. Tout est visible sur le nouveau site web qu'on a lancé la semaine dernière au moment de la conférence de presse où on a communiqué sur la programmation d'ouverture. Donc en effet, il y a une très grande exposition sur environ 2100 mètres carrés qui sera composée de plus de 300 œuvres dont 80% environ viennent des réserves du Centre Pompidou à Paris. Et ces œuvres qui retracent en fait l'art depuis le début du XXe siècle jusqu'à nos jours sont mises en dialogue avec des œuvres de notre propre collection, mais aussi des prêts qu'on fait auprès d'autres musées belges
et certaines collections privées également. Donc ça, c'est vraiment l'exposition phare de l'ouverture. Mais à côté de ça, on a des commandes monumentales qui ont été faites à des artistes comme notamment Ottobong Kanga, qui est bien connu chez nous. Également Joël Turlings, qui est une artiste belge basée à Bruxelles, qui fait une nouvelle œuvre immatérielle faite de son et de lumière. On a des jeunes artistes qui sont mis aussi en avant, notamment à travers cette grande exposition collective qui est mise en scène par un duo d'artistes qui travaillent sous le nom de Deborah Baumann, qui a eu en son temps un petit Project Space à Saint-Gilles. Et dans leur scénographie, on invite une vingtaine de jeunes artistes bruxellois à présenter leur travail. Donc il y a énormément. Donc il y a des émergents aussi, quoi. Oui, tout à fait. Il n'y a pas que les collections de Pompidou, parce qu'à un moment donné, on disait ça aussi, c'est les collections de Paris qui vont venir en expo ici. Mais c'est vrai que c'est comme ça que Canal a été fort perçu à ses débuts. On pensait que ce serait les équipes du Centre Pompidou à Paris qui dirigeraient la programmation à Bruxelles. Non, c'est pas du tout le cas, c'est nous. Ça vous rassure un peu ou Oui, ça rejoint ce que je disais. Hein. Le projet a évolué dans un sens très positif. Quand l'annonce avait été faite, le secteur était plus frileux, même si, voilà, il y a aussi le Wheels qui existe, il y a l'ICELP qui existe, il y avait la centrale, et donc, visiblement, il n'y a pas eu de concertation entre la ville de Bruxelles et la région sur le futur des arts visuels dans la cité au sens large, parce que sinon, on ne serait pas avec une fermeture la même année que l'ouverture d'un autre lieu. Vous le ressentez de façon assez cruelle, par exemple l'arrivée de Canal et puis la fermeture de la centrale? Mais nous, on ne fait pas vraiment le lien entre les deux. Non. Il faut dire quand même que Devrim le dira mieux que moi, mais on a vu Yves Goldstein, donc Canal dépend plus de la région, or la centrale dépend directement de la ville de Bruxelles. C'est pas la même autorité compétente, c'est pas le même... Non, mais là je parlais plus du sentiment, enfin, vous voyez... Mais non, parce que je pense que ce qui est intéressant, comme on disait tout à l'heure, hein, c'est cette complémentarité. Canal, je crois que c'est 30-40 000 mètres carrés. La centrale, c'est 1000 mètres carrés, c'est à taille humaine. Et ça nous semblait tout à fait complémentaire, et en effet, géographiquement... C'était complètement complémentaire. Très positif, en fait. C'est vrai que... Très rapidement. Pardon ? Très rapidement, parce qu'on doit terminer. Oui, c'est vrai qu'on est voisines, hein, et en fait, on aurait pu bénéficier mutuellement de nos publics. Hein. Ouais. Je voudrais dire un mot très rapidement aussi sur Emily Terlinden. Ça, c'est l'expo à Botta qui ouvre aujourd'hui. Qui est exceptionnel aussi. Donc, 40 peintures. Travail peinture exceptionnel, beaucoup de références à la peinture ancienne, flamande et italienne, et surtout la réactivation d'un diorama de Daguerre. On est très curieux de voir ça. C'est magique, il faut venir voir. C'est la première image en mouvement, début 1800. Le tableau se transforme grâce à la lumière, des motifs apparaissent, disparaissent. Il faut aller au Botta parce que c'est assez exceptionnel ce qui s'y déroule à partir de ce soir, et aussi chez vous, à Beaux-Arts, pour les expos à venir. Merci à tous les 6 d'avoir participé. Je montre vite le petit Brussels Museum, ce guide qui vient de sortir, qui est gratuit, qui est dans tous les lieux culturels à partir de demain. Dans les offices de tourisme à partir d'aujourd'hui, dans les musées, tous les membres, les 125 membres, à partir dans les semaines à venir. D'accord. Très rapidement, Tania, je vous laisse la parole. Oui, vu notre fermeture imminente, nous invitons vraiment toute personne qui a envie de prendre une récréation artistique à venir à la centrale. Il y a 3 expositions en cours, donc Michel Couturier, Lazara, Roselle Albéard et Grégoire Motte. Et le 21 février, c'est-à-dire le samedi, juste avant la fermeture, il y aura une performance de Lazara Roselle Albéard suivie d'une procession, une fanfare de free jazz sur la place Sainte-Catherine à 18h. D'accord. Bienvenue. On y sera. En tout cas, BX1 y sera. J'espère que beaucoup de téléspectateurs et téléspectatrices y seront aussi. Merci à tous les 6 d'avoir participé à cette émission. Puis bon vent au musée et au centre d'art. On est évidemment derrière vous. On se retrouve jeudi prochain avec d'autres invités. Bonsoir.